Sur cette photo, vous voyez 5 femmes et un homme. Certaines des femmes esquissent un sourire narquois, d'autres ont l'air ennuyées, et d'une certaine manière, elles semblent toutes assises sur ce banc des accusés, comme si elles y étaient parce qu'elles auraient volé un petit objet dans un magasin ou été prises en flagrant délit de fraude dans les transports publics. Mais les apparences sont extrêmement trompeuses. Les femmes que vous voyez ici n'étaient pas seulement en relation avec des officiers nazis. Elles-mêmes comptaient parmi les plus grandes criminelles de toute l'ère nazie, et elles sont assises sur ce banc parce qu'elles s'apprêtent à être publiquement condamnées à mort. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les destins extrêmement durs et brutaux qui ont frappé les femmes les plus célèbres et les plus tristement célèbres du nazisme. Des femmes comme Ilse Koch, par exemple. En tant qu'épouse de Karl Otto Koch, le commandant du camp de concentration de Buchenwald, elle n'était pas seulement au courant des crimes, mais en était elle-même une auteure active. Et ce n'est pas tout. Elle était d'une cruauté si inimaginable que même au sein des cercles nazis, elle est devenue connue sous le nom de la sorcière de Buchenwald. Elle prenait un plaisir particulier à torturer les prisonniers de la manière la plus sadique possible jusqu'à leur mort. Par exemple, elle faisait même fabriquer des abat-jours à partir de la peau de ses victimes. Bien qu'elle ait été l'une des pires criminelles de toutes, pendant un certain temps après la guerre, il a semblé que la sorcière de Buchenwald pourrait s'en tirer relativement à bon compte. En 1947, Ilse Koch fut condamnée à la réclusion à perpétuité pour ses crimes, mais après seulement 4 ans, elle fut libérée. Cela provoqua une indignation publique massive, et c'est ainsi qu'en 1951, la justice fut finalement rendue. La sorcière de Buchenwald fut de nouveau condamnée à la prison à vie et n'était plus censée jamais quitter la prison. Son jeune fils lui fut retiré, et ses codétenus ostracisèrent la criminelle. Pendant plus de 15 ans, Ilse Koch tenta de déposer des demandes de grâce. Chacune d'entre elles fut rejetée. Même les gardiens évitaient en grande partie tout contact avec elle, et lorsqu'elle se retrouva finalement à l'isolement, son état commença à se détériorer de façon dramatique. Elle tomba dans une profonde dépression et développa de graves délires. À la fin, cela alla si loin qu'en 1967, elle mit fin à ses jours parce qu'elle ne pouvait plus supporter sa punition ni son état mental. Un tout autre destin, en revanche, frappa Emmy Göring. Elle était la première dame du Troisième Reich, la femme aux côtés du Reichsmarschall Hermann Göring. Durant l'ère nazie, elle mena véritablement une vie de reine. Elle résidait dans un domaine somptueux, recevait des invités d'État et amassait certaines des œuvres d'art les plus précieuses d'Allemagne dans ses salles magnifiques. Des œuvres qui toutefois étaient toutes volées. Elle vécut ainsi jusqu'en 1945, lorsque tout changea soudainement pour elle. Immédiatement après la guerre, Emmy Göring fut arrêtée et interrogée par les Américains, qui la classèrent comme fortement compromise. Bien qu'elle n'ait elle-même commis aucun crime, tous ses biens furent donc confisqués. De plus, l'ancienne actrice se vit imposer une interdiction stricte de se produire et de travailler, ce qui la priva de toute possibilité de gagner de l'argent par elle-même. En conséquence, Emmy Göring dut finalement vivre dans une pauvreté totale, dans un minuscule appartement à Munich, et dépendre de dons de quelques sympathisants restants. Selon ses voisins, elle quittait rarement son appartement jusqu'à sa mort en 1973 et n'avait presque aucune relation. Et lorsqu'elle parlait à quelqu'un, elle n'aurait jamais évoqué l'époque nazie, et encore moins son célèbre mari. Revenons maintenant une fois de plus à cette image et à l'un des chapitres les plus brutaux de la justice d'après-guerre, le procès de Stutthof. Lors du procès de Stutthof, les gardiennes du camp de concentration de Stutthof, en Pologne, furent condamnées et, même si elles paraissent inoffensives sur la photo, ces femmes comptaient parmi les nazis les plus cruels de toutes. Wanda Klaff et Jenny Bachmann, par exemple, étaient tristement célèbres dans le camp pour le plaisir qu'elles prenaient à torturer les prisonniers de manière particulièrement cruelle. Jenny Bachmann aimait utiliser une cravache pour frapper les détenus, en particulier les femmes faibles et les enfants, et le fait de sélectionner les prisonniers qu'elle envoyait à la chambre à gaz lui procurait, selon ses propres termes, un grand plaisir. Même pendant le procès, elle déclara qu'elle avait réellement apprécié ce qu'elle avait fait, et ses collègues, parfois tout aussi cruels, ne montrèrent aucun remords lors des audiences de Stutthof. C'est précisément pour cette raison que le juge du tribunal pénal spécial polonais ne fit preuve d'aucune clémence envers ces femmes. En raison de la gravité de leurs crimes et de leur absence totale de remords, toutes les gardiennes furent condamnées à mort par pendaison. La méthode d'exécution fut elle aussi choquante.
L'exécution eut lieu publiquement le 4 juillet 1946 et des milliers de spectateurs se rassemblèrent sur la colline de Stolzenberg, près de Danzig, pour y assister. Ce qui suivit fut un spectacle presque médiéval. Les femmes furent placées sur les plateaux de camions. Des nœuds coulants furent passés autour de leur cou, puis les camions partirent simplement. Nous poursuivons avec un cas qui choque encore aujourd'hui, car l'auteur des crimes était incroyablement jeune. Bien qu'Irma Grese n'ait eu que 22 ans à la fin de la guerre, elle s'était déjà forgé une réputation effroyable en tant que soi-disant hyène d'Auschwitz. Irma Grese travaillait comme gardienne de camps de concentration et était animée d'un sadisme sans fond. Elle torturait brutalement les prisonniers physiquement et psychologiquement, lançait des chiens contre eux et prenait plaisir à voir ses victimes souffrir. En fait, elle ordonnait même que des opérations soient pratiquées avec des couteaux non stérilisés et sans anesthésie, simplement pour pouvoir observer les victimes hurler de douleur. Lorsque la jeune femme de 22 ans fut arrêtée après la guerre et traduite devant un tribunal, elle se montra provocante et arrogante durant le procès et semblait ne pas comprendre ce qui l'attendait. Malgré son jeune âge, les Britanniques ne lui accordèrent aucune clémence. La hyène d'Auschwitz fut condamnée à mort par pendaison et exécutée le 13 décembre 1945 à la prison de Hamelin. D'ailleurs, son exécution fut très inhabituelle. Son dernier mot aurait été « vite » et son bourreau déclara plus tard qu'elle était apparue étrangement calme avant sa mort. Passons maintenant à Dorothea Binz. Elle était l'épouse de l'homme SS Franz Hössler et une gardienne du camp de concentration de Ravensbrück. Là-bas, Binz était chargée de former les gardiennes. Elle aimait avoir un pouvoir de vie et de mort et maltraita d'innombrables femmes. Après la guerre, Dorothea Binz fut capturée par les Britanniques et envoyée dans un camp d'internement. C'est là que commença sa profonde déchéance, car la criminelle fut condamnée à mort, mais on ne lui dit pas quand la sentence serait exécutée. Souffrant de cette incertitude, Dorothea Binz fut psychologiquement tourmentée à un point tel qu'elle tenta de se suicider dans sa cellule. La tentative échoua et elle fut soignée jusqu'à retrouver une santé complète pour être ensuite exécutée malgré tout. Binz mourut le 2 mai 1947 sur l'échafaud à Hamelin. Son bourreau n'était autre qu'Albert Pierrepoint, le plus célèbre et le plus efficace bourreau d'Angleterre. Pierrepoint ôta la vie à de nombreux nazis de haut rang et sa propre existence fut également assez singulière. Par exemple, il voulait déjà devenir bourreau lorsqu'il était enfant et plus tard, parallèlement à son travail d'exécuteur, il travaillait aussi dans un pub. Finalement, il perdit même son emploi de bourreau parce qu'il se présenta un jour ivre pour une exécution. Tournons-nous maintenant vers le sort de Margaret Himmler, l'épouse du Reichsführer SS Heinrich Himmler. Antisémite convaincue, elle bénéficia durant toute l'ère nazie de la position de son mari et mena une vie insouciante. Après que Heinrich Himmler se fut suicidé à la fin de la guerre, cependant, tout allait changer fondamentalement. Margaret Himmler fut dénoncée aux Américains par d'anciens associés SS, et ceux-ci ne lui firent aucune concession. Ils la traînèrent hors de sa cachette et la conduisirent dans un camp d'internement. Ces camps étaient une sorte de centre de rassemblement mis en place par les Alliés pour regrouper les nazis en un seul endroit avant de les traduire en justice, même si les conditions qui y régnaient n'étaient en rien comparables à ce que les prisonniers avaient dû endurer dans les camps de concentration nazis. Margaret Himmler, cependant, le voyait différemment. Elle décrivit son internement comme cruel, bien qu'il soit démontré qu'elle fut traitée normalement et libérée après un peu plus d'1 an. Ce qui était troublant, c'est que Margaret Himmler continua de vivre mentalement comme si elle était toujours dans le national-socialisme. Elle méprisait les Américains et, après sa libération, fréquenta exclusivement des cercles néo-nazis. À ses yeux, les Américains étaient les véritables bourreaux et les nazis les victimes innocentes. Comme elle était interdite de travailler et n'avait droit à aucune pension, elle finit par sombrer dans une pauvreté totale et passa ses dernières années dans une grande misère et une profonde solitude jusqu'à sa mort en 1967. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, laissez un like et abonnez-vous. Au revoir et à la prochaine fois.